If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Enregistré avec des lycéens artistes en herbe, ce podcast interroge la place des mots et des typos face à l'urgence écologique. Bonjour à toutes et à tous. On enregistre aujourd'hui un podcast un peu spécial, puisqu'on reçoit à la Recyclerie une classe de première du lycée Auguste Renoir à Paris, un lycée technologique qui prépare au métier d'art et du design. Jusque-là, j'ai pas dit de bêtises. C'est tout à fait ça. On a donc 26 élèves aujourd'hui dans la consigne qui ont participé, et avec beaucoup d'applications, je dois dire, à la création d'une exposition qui se tient actuellement à la Recyclerie, une exposition réalisée avec l'agence Police Studio et nommée Deadline Message à caractère urgent. Donc je vois que les élèves autour de moi trépignent à l'idée de prendre le micro, mais je me tourne d'abord vers vous, Florence, ou vers toi. Plutôt, tu es enseignante au lycée Auguste Renoir. Oui. Et artiste également. Oui. Alors pourquoi cette exposition ? Vaste question pour commencer. D'abord, dans le cadre d'une formation, comment proposer à des élèves en classe de première une éducation aux médias ? Comment les solliciter vis-à-vis d'un positionnement citoyen assumé au sein de la société par une connaissance des enjeux environnementaux actuels ? Cette exposition, elle tourne autour de la promotion d'un discours engagé en faveur du climat. Quels mots aujourd'hui ? Quel caractère typographique, quelle mise en forme pour se faire entendre dans un espace de communication visuelle. Voilà. Donc la communication visuelle, et concrètement, ça donne quoi ? En quoi a consisté le travail des élèves ? Il a été engagé très tôt dans l'année parce qu'ils ont eu le bénéfice d'ateliers, celui de la fresque du climat, un atelier à la Villette également. Et chemin faisant, on a eu cette opportunité formidable dans le tissage urbain proche, porte de Clignancourt, de rencontrer les acteurs de la recyclerie qui étaient sur ce projet d'affichage avec Police Studio. Très bien, donc on a autour de nous une dizaine d'affiches qui sont en fait des messages tirés des podcasts de Radio Recyclerie. Oui. Alors donc, c'est ça qui est formidable de se retrouver tous ici aujourd'hui dans cet espace qui est à l'origine des phrases. Ce sont les émissions enregistrées ici qui ont servi de matériaux sonores pour que chacun isole, sélectionne une phrase impactante qui résonne pour lui et qu'il ait envie de travailler visuellement. On est très heureux que le podcast ait pu servir de matière pour vous. Et donc, on va revenir sur ces phrases impactantes qui ont été retenues. Je les cite. Les crises de demain sont les refus des questions d'aujourd'hui. Agir local, penser global. On est allé bien trop loin. Société d'hyper-consommateurs. Perfusée par la société de consommation. Ouvrir les yeux, s'occuper de notre planète. La nature, faut pas qu'elle ne nous dérange trop. L'homme est la plus invasive des espèces. Je vais maintenant passer la parole aux élèves. Quelle phrase vous avez retenue ? Est-ce que vous pouvez nous parler du choix que vous avez fait, puisque vous avez travaillé par petits groupes autour à chaque fois d'un podcast et d'une phrase en particulier ? Cléa. Donc moi c'est Cléa. J'ai fait un projet de groupe donc avec ma camarade Lynn. D'accord. Et on a sélectionné et retenu la phrase « On est allé bien trop loin ». Ce podcast parlait de l'hyperconsommation et on trouvait que cette phrase, très simple, qu'on peut un peu entendre un peu partout, elle reflétait parfaitement l'hyperconsommation en fait. On est allé bien trop loin. C'est le fait d'avoir trop consommé, d'avoir poussé les ressources au maximum et de dépasser les bornes complètement. C'est ce qui nous a le plus inspiré. Et donc concrètement, visuellement, ça donne une phrase avec des mots qui grossissent et avec le loin qui prend ensuite toute l'image. Est-ce que ça t'a intéressé déjà ce travail, de travailler autour à la fois des mots mais aussi de les mettre en image ? Oui, c'était intéressant, ça leur donnait vraiment un symbole, un impact, même une personnalité, parce que
il y a l'impact des mots, mais il y a aussi la façon dont ils sont écrits, la façon dont ils sont positionnés. Nous, en tout cas, quand les a positionnés comme ça, c'était un effet de rapprochement. Ce qui est assez paradoxal, avec le « on est allé bien trop loin » ou « c'est trop éloigné », d'un sens, le danger, lui, se rapproche de plus en plus. Merci. Qui souhaite commenter la phrase qu'il a choisie? Alors, Mélicia, quelle phrase tu as choisie? Donc moi, c'était la nature, faut pas qu'elle nous dérange trop. D'accord. Je suis dans un groupe avec Lucien et Maël. Lucien va peut-être prendre la parole tout à l'heure. Il a l'air très heureux à l'idée de prendre le micro. Donc la nature, faut pas qu'elle nous dérange trop. Bah, principalement, c'était une phrase qu'on a choisie parce que elle est assez ironique. Et du coup, on a trouvé ça important de souligner un peu cette ironie dans la phrase justement, on est pour la nature, on veut que la nature aille bien, mais il faut pas trop qu'elle nous dérange. Et donc, pour toi, c'est sorti naturellement cette phrase. Pour toi, c'était comme une évidence de se dire c'est celle-là sur laquelle vous vouliez travailler. Alors, à la base, la phrase était un peu plus longue, mais on l'a raccourcie pour plus d'impact. Et on a aussi fait le choix de mettre des guillemets pour que ça fasse du coup une phrase comme si elle était dite. Donc un peu comme si c'était une punchline de personnes qui faisaient des manifestations et qui revendiquaient du coup. On a aussi fait le choix de réunir nature et dérange dans la dernière lettre, le E, pour du coup aussi associer le fait de nature et dérange, les deux mots impactants de cette phrase et les deux mots qui symbolisent ce qu'on voulait dire. Lucien, tu as été toi aussi impacté par cette phrase? Oui, après je pense comme l'a dit Mélicia, ce qui était intéressant c'est le côté ironique sur toutes les phrases qu'on a dans les autres affiches. C'est quelque chose qui est plus juste. Et là, on a au contraire quelque chose, c'est un espèce de contre-pied où notre phrase, si on ne sait pas d'où est-ce qu'elle sort, on pourrait se dire qu'elle est, au contraire, elle a un message presque anti-écologique, vu que elle met la nature comme élément dérangeant, alors que c'est plutôt l'inverse de toutes les autres affiches qui mettent plutôt nous comme élément dérangeant vis-à-vis de la nature ou de la Terre plus globalement. Donc voilà. Est-ce que tu as apprécié ce travail de mettre à nouveau en image les mots? Oui, pour moi, c'était super aussi de pouvoir le faire en groupe parce que au début, on est tous partis du coup de cette même phrase, mais sans être en groupe. On a tous fait un premier jet un peu sur un format A5 où on était chacun avec sa propre idée. Et du coup, le fait de le mettre en groupe, ça a fait naître plein de nouvelles idées. Par exemple, là, pas vrai, on le voit pas, mais on a une espèce de triangle qui se forme sur l'affiche, auquel moi, personnellement, j'avais pas pensé. Je saurais plus dire qui dans notre groupe avec Maël et Mélicia l'a apporté. Mais c'est cette mise en commun, elle a permis d'avoir plein d'autres idées qu'on n'aurait pas eu si on avait juste gardé tout seul notre chemin de base. Je profite du fait que tu aies le micro pour élargir un peu les questions présentes. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, par rapport à la catastrophe climatique en cours, les questions d'écologie sont plutôt bien traitées dans les médias? Oui, après, aujourd'hui, je pense que c'est l'une des préoccupations principales, que ce soit pour nous jeunes ou même pour des personnes, pour tout le monde, mais aussi pour les médias. Je pense que si on regarde, que ce soit dans les journaux ou à la télé ou même à la radio... c'est un sujet grandissant. Oui, voilà, c'est ce qu'il y a le plus, je pense, aujourd'hui, parce qu'en fait, on peut relier n'importe quel sujet à l'écologie. Des fois aussi, ça fait un peu... le mauvais côté, c'est qu'il peut y avoir un trop-plein, des fois des débats qui n'ont pas forcément d'intérêt ou qui parfois même desservent un peu la cause. Donc oui, c'est très présent et du coup, des fois, c'est un peu compliqué de décrypter Bien sûr. ce avec quoi on est d'accord, pas d'accord. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un peu exagéré ou au contraire pas assez bien traité? Je pense qu'il y a des sujets, des fois, peut-être où on peut aborder un peu trop d'intérêt et d'autres... Enfin, on n'apporte jamais trop d'intérêt à l'écologie, mais il y en a d'autres qui, du coup, se passent au second plan alors qu'ils pourraient être mis plus en avant. Merci à toi. Qui souhaite à nouveau décrypter une des phrases qu'il a choisies? Alors, Nils. Enchanté, du coup, moi, c'est Nils. Donc, je vais vous parler de mon affiche que j'ai fait moi, que j'ai extrait du coup d'un des podcasts. Il me semble que c'était Comment se mobiliser enfin pour la planète. Donc, la phrase que j'ai extraite, qu'on peut voir du coup là-bas, c'est Agir local et penser global avec mon groupe Maya et Léo. D'accord. Juste, on peut faire une petite parenthèse sur le podcast qui lui-même est un podcast qui traite de la question de la communication.
c'est un communicant qui décrypte les messages actuels. Donc on renvoie aussi exactement. les auditeurs et auditrices à réécouter ce podcast. Pardon, je t'ai coupé. Nils. Pas de souci. Bah, du coup, oui, c'est même tout le projet qui était un peu sur la communication, puisque ce qui est intéressant, c'est que dans notre lycée, on va travailler justement sur des notions de communication qu'on va nous inculquer et combiner ces notions à justement ces dimensions, cette optique d'écologie, bah, ça va permettre de faire un beau mélange du coup et de transmettre des messages assez importants. Donc, voilà. Du coup, pourquoi cette phrase? Alors, c'est agir local, penser global. Oui, c'est ça. Alors du coup, dans les phrases qui ont été extraites, je remarque que on peut un peu discerner deux types. Il y a les phrases qui vont être plutôt affirmatives, comme par exemple celles qu'on aura vues avant, des phrases ironiques, des phrases qui vont affirmer des choses assez réelles, ou encore des phrases même très nominatives, comme société d'hyperconsommateurs. Mais là, on est plus sur une phrase qui va parler d'un acte ou de quelque chose à faire, à entreprendre. Et du coup, c'est assez intéressant de dire ça, puisque pour moi, l'écologie, c'est quand même un état d'esprit qui va être caractérisé par un engagement pour défendre une cause. Et bah, du coup, ça va sûrement être principalement des actes qui vont être faits. Et il y a plein de façons de réaliser ces actes pour participer à justement cette démarche. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de la mise en forme aussi? Donc du coup, la mise en forme, c'était... j'ai trouvé cette phrase, elle était quand même assez frappante dans le podcast. C'est 4 mots, c'est très simple. Donc c'est, pour moi, plus c'est simple, plus ça va être efficace. Plus c'est court, plus c'est efficace. L'avantage de cette phrase, c'est qu'on a pu la séparer en plusieurs parties, puisqu'on va avoir une première partie agir local, penser local, agir local, penser global, pardon. C'est aussi l'originalité de la phrase, on peut s'y perdre un peu. Exactement, entre le oui. local et global. Le glocal. Voilà. On avait même travaillé sur ça quand on avait fait un dossier dessus. On peut vraiment, les 4 mots ont une signification qui peuvent se relier dans tous les sens. Du coup, il y a une première partie, ça va être agir local, penser global, mais il y a un côté penser, un côté agir, ça va un peu séparer des idées et des actes en fait, les deux à la fois. Voilà. Qui souhaite réagir sur une des phrases? Alors on a Kenny et Léo, vous avez peut-être travaillé ensemble? Oui. Ok. Léo, on t'écoute. Donc pour compléter ce qu'a dit Nils, ce que moi personnellement j'ai trouvé très intéressant dans cette phrase, c'est qu'il y a un peu ce côté limite par le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de mots, très punchline, très comme un conseil en fait, agir local, penser global. C'est 2 verbes, agir et penser, et avec une dimension donc agir local. Donc au final c'est un peu les petites actions entre guillemets qu'on va nous tous faire au quotidien. Et si tout le monde s'y met, c'est vraiment comme ça qu'on peut changer la globalité de notre monde. Le fait de voir les choses de cette manière, c'est aussi très important pour l'écologie parce que on va dire que changer les choses de manière trop brutale, ce serait dangereux pour la cause, du fait que ce serait trop brutal pour nous de changer notre manière de vivre, notre manière de consommer. Ça pourrait créer des crises selon comment c'est fait. Donc c'est aussi important de se rappeler que c'est les petites actions du quotidien qui peuvent permettre de faire changer les choses. Avec toi Léo, j'aimerais que peut-être qu'on parle des médias aussi, puisque j'ai l'impression que tu as été assez saisi par cette phrase. Est-ce que pour toi le média radio a encore aujourd'hui sa place pour passer des messages impactants, alors qu'on est dans une société qui est quand même saturée par les images, par les vidéos YouTube, etc. Est-ce que tu as trouvé cet exercice intéressant et en quoi le format radio t'a parlé? Bah déjà, faut savoir que la radio, personnellement, c'est pas quelque chose que j'écoute souvent. Enfin, du moins, par la radio, je veux dire radio traditionnelle. Mais le format podcast, c'est quelque chose qui, du coup, peut s'adapter au final à un peu tout type de plateforme. On peut en retrouver maintenant sur Spotify, même sur Twitch en stream. On peut vraiment trouver ça un peu n'importe où. Et donc, c'est pour ça que je pense que le format radio n'est pas mort et peut vraiment continuer d'évoluer, comme c'est le cas avec la radio recyclerie, qui apporte... en plus, une visibilité à l'écologie qui est un combat très actuel. C'est vraiment apporter le format radio à d'autres horizons et permettre d'évoluer en s'adressant du coup à un public plus jeune. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant justement de parler de sujets aussi importants que ça qui on va dire, concernent beaucoup les jeunes parce qu'au final, j'ai l'impression d'être un peu mégalant en disant ça, mais c'est nous l'avenir, on va dire. C'est les jeunes. C'est aussi donc à nous de se sentir concernés par toutes ces causes. Et donc c'est important d'en parler dans les médias, que ce soit via des podcasts ou autres. Et vous avez un lourd héritage des générations précédentes.
Alors, je voulais donner la parole à Clotilde et ensuite à Kenny. Clotilde, sur quel projet tu as travaillé ? Alors bonjour, du coup moi j'ai travaillé avec Noah sur le projet, c'était une affiche du coup sur avec comme phrase société d'hyperconsommateurs. Ouais. Donc on l'a choisi dans le podcast la société de l'hyperconsommation, on va chercher ce qu'il y a de plus intime en nous. C'est une phrase assez simple, société d'hyperconsommateurs, mais on a choisi d'accentuer du coup le terme con dans consommateur pour montrer que on est tous en consommant, on est tous cons d'hyper consommer tout le temps. Donc dans la manière dont on l'a disposé, on a d'abord choisi d'utiliser des typographies qui sont qu'on peut tous faire à la main pour montrer que on fait tous partie de la société, on est tous consommateurs et du coup il faut faire attention à pas être hyper consommateur dans nos modes de consommation. Et c'était ça l'impact qu'on voulait avoir avec notre phrase. Et donc la phrase est très bien mise en forme. Et au-delà de la forme, le fond du podcast, tu as parlé, cette thématique de l'hyperconsommation. En fait, moi au début, cette thématique de l'hyperconsommation, j'étais au courant, mais je m'étais jamais trop penchée sur la question de OK, les autres sont des hyperconsommateurs, mais moi concrètement, j'avais jamais trop pensé est-ce que je suis dans l'hyperconsommation ? Et en fait, je me suis rendu compte que on est tous, et par exemple les réseaux sociaux, tous les jeunes, on est poussés à la surconsommation par exemple des vidéos TikTok qui vont montrer des petits objets sympathiques dans notre quotidien, mais qui sont inutiles et qui vont nous... On est toujours poussé à l'hyperconsommation en tant que jeune, et même tout le monde, avec les publicités, c'est partout, on est poussé à la consommation, et du coup... ce podcast et avoir fait cette affiche, ça m'a vraiment fait rendre compte de la société dans laquelle on était, qui nous poussait à l'hyperconsommation, et du coup j'ai commencé à adapter mon mode de consommation pour qu'il soit moins... Donc c'est déjà une première étape énorme d'avoir conscience des choses et de les nommer avec un mot comme ça impactant, l'hyperconsommation. Et tu parlais de la publicité, du rôle de la publicité pour nous faire consommer. Est-ce que tu penses aujourd'hui que les métiers de l'art, du design et du coup par extension forcément les métiers aussi de la publicité ont un rôle encore à jouer dans la société pour nous faire bifurquer ? Je pense que oui, parce que des publicités, ça il y en a toujours eu, en tout cas depuis le début des années 1900, et il y en aura toujours. Je pense dans une société où on crée toujours de nouveaux objets. Mais je pense que le rôle de la publicité serait peut-être d'alarmer un peu les consommateurs. Elle pourrait changer de sens. Au lieu de dire « achète ça », peut-être dire « achète ça parce que ça va durer longtemps », au lieu d'acheter ça, comme ça tu pourras en racheter un. Je pense qu'il y aurait un rôle d'alarmer et de faire prendre conscience dans la publicité qui serait intéressant de développer dans les années à venir. Alors on a une deuxième enseignante parmi nous, Flore. Est-ce que tu souhaites à ton tour réagir sur le rôle des métiers d'art et du design partant de crise écologique ? Alors justement, ça prend un sens aigu pour nous parce qu'on est des métiers et donc vous tous élèves et voilà, designers, artistes, on est des métiers cruellement liés à l'histoire de la consommation, à l'histoire des objets, à l'histoire de la production des formes. Et Clotilde, tu parlais à bon escient de ces petits objets qui nous fascinent. Voilà, je pense que tous autant que nous sommes, designers, futurs designers ou concepteurs, on est fascinés par les objets, on est fascinés par ce qu'on peut toucher, par ce qu'on peut voir. Et ce projet, il est intéressant aussi parce que il nous a montré à toute la classe qu'on pouvait être productif de forme avec très peu d'impact. Et qu'on pouvait donner de la visibilité et cette fois c'est plutôt Lucien qui en a parlé, à une somme de savoir, de données, de connaissances qui ne sont pas forcément visibles parce que le numérique tend à les faire disparaître de nos espaces. Un podcast, il faut fouiller, il faut aller le trouver. Et là, on a des affiches qui, par leur présence, par leur impact visuel, va venir nous conduire jusqu'à ces podcasts, jusqu'à ces connaissances et ces savoirs. Et le savoir et la connaissance, ça a ceci de super qu'on peut le partager sans l'amoindrir. En fait,
c'est une source inépuisable. On a besoin de matérialité malgré ce monde de l'immatériel. Et donc, il y a encore de la place pour les métiers d'art et pour le design, en fait. Voilà, peut-être qu'il ne s'agit pas de balayer ces métiers d'un revers de main, mais plutôt de les aider à faire leur transition. À faire la transition, c'est ça. Ouais. Exactement. Et bon, on va revenir sur les phrases avec Kenny. Tu voulais prendre la parole. Sur quel podcast tu avais travaillé ? Alors, moi, j'ai travaillé avec Jade et Lilou. D'accord. On a repris une phrase de Ludovic Franceschi, qui était un ex-SDF et un éboueur aujourd'hui. Et la phrase, c'est ouvrir les yeux, s'occuper de notre planète. Faut savoir que la phrase, on l'a découpée, on a enlevé une certaine partie, parce qu'il cite aussi le fait que de nos jours, certaines personnes voudraient une conquête spatiale pour aller sur Mars, alors qu'il faudrait plutôt s'occuper de notre planète. Et on a choisi cette phrase parce que aussi elle humanisait un peu la planète et le fait qu'il faudrait pas la laisser toute seule, entre guillemets. Et ça se voit aussi visuellement sur l'affiche. On le disait tout à l'heure avec Lucien, dans les médias, l'écologie est un peu à toutes les sauces et même dans les sphères politiques. On a tous les mouvements politiques qui se saisissent de l'écologie jusqu'à l'extrême droite. Comment on peut mieux parler d'écologie aujourd'hui ? Quels sont les messages qui vont plus te parler à toi, Kenny ? Déjà, il faut que le message, il faut qu'il relate des faits réels et aussi que ce soit pas trop alarmant parce que généralement les gens ils vont pas trop se bouger si c'est alarmant. Même si au fond d'eux ils vont se dire c'est la cata, je reste tranquille sur mon canapé, un peu frustré. Alors que si on accompagne plus, on serait plus encourageant. Cléa souhaitait réagir à ce que tu disais, Kenny, et ensuite on va donner la parole à Nayla, si tu veux bien. En fait, c'était pour rejoindre ce que disait Kenny, parce qu'aujourd'hui on peut parler d'éco-angoisse, j'ai pas le nom exact. On parle beaucoup d'éco-anxiété. Éco-anxiété, exactement. Et ce qui touche les jeunes, pas que les jeunes évidemment, mais ce qui fait que dans des messages trop alarmants, par exemple, je sais que moi je vais tenter le déni, c'est un peu ridicule, mais quand on va avoir des messages trop alarmants, on a juste envie, c'est de fermer les médias, de passer à autre chose, parce qu'on a de l'anxiété, qu'on est mal et que, au fond, est-ce que ça va vraiment nous aider, cette anxiété ? Non, mais proposer des faits avec des solutions concrètes, c'est-à-dire qui réunit l'écologie, l'économie, qui pourrait convenir à tout le monde d'un sens. Par exemple, produire sans impacter. Ce qu'on a vu, c'est l'écologie circulaire. Économie circulaire. D'économie circulaire, qui consiste, par exemple, à produire. Déjà, la production, elle, n'impacte pas ou très peu. Produire des objets qui vont être autodégradables, etc. Et en fait, donc c'est circulaire dans le sens où ça ne bouge pas. On essaie d'être le plus neutre possible. C'est effectivement peut-être un domaine qui vous touche particulièrement en tant que designer, l'économie circulaire. Nayla, est-ce que tu peux nous dire à ton tour sur quelle phrase tu as travaillé ? Alors nous, on a travaillé sur la phrase perfusée par la société de consommation avec Zoé et Louswan. D'accord. Donc on a vraiment joué sur les mots et on a vraiment utilisé ce côté de perfusion parce qu'aujourd'hui la société a vraiment... C'est un besoin de consommer et ça devient limite un besoin vital. Donc les gens ont besoin de ça dans leur vie, sinon en fait ils ne survivent pas. Une sorte de dépendance qui s'est créée. Exactement, dont le nom perfusé, donc le jeu de mots. Donc on a trouvé ça vraiment important de le spécifier en gros et en gras pour vraiment montrer aux gens que c'est addictif et que ça devient un réel problème. Vous l'avez féminisé aussi le mot ? Oui, exactement. On a mis perfusé. .es, donc pour montrer que ça impacte tout le monde, que ce soit les enfants maintenant même, ou que ce soit les plus grands. Donc voilà. Eh ben, merci à toi. Mélicia, tu souhaitais réagir ? Oui, moi c'était pour parler sur le fait qu'il y a des messages qui sont du coup humoristiques et satiriques, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je trouve ça du coup assez intéressant puisque souvent les gens sont
sont touchés par ce qu'ils comprennent. Par exemple, entre un scientifique qui va nous donner des rapports détaillés sur des faits écologiques, sur ce qui se passe, etc. Bon, moi, personnellement, ça m'intéresse, mais je sais que parfois, ça peut être aussi compliqué à suivre et compliqué à comprendre, et donc, du coup, compliqué de réagir en fonction de ce qui est dit. Alors que, justement, des messages qui sont en plus traduits par des élèves de première peuvent être peut-être plus compréhensibles aussi, parce que c'est un peu traduit à notre sauce, c'est parlé avec un langage peut-être plus simple, et du coup aussi un peu humoristique, et ça peut peut-être plus toucher les gens, avoir plus d'impact peut-être. Et ben, je vous remercie. On vous remercie, toute l'équipe de la Recyclerie, pour votre contribution. Donc, ces messages vont être encore affichés jusqu'au mois de juillet, il me semble, juillet 2023. Anouk nous a rejoint autour de la table. Tu souhaitais à ton tour réagir. Sur quelle phrase tu as travaillé ? Moi, j'ai travaillé sur la phrase « L'homme est la plus invasive des espèces ». Donc, on a choisi cette phrase pour un peu déconstruire les idées reçues qu'on avait par rapport aux espèces dites nuisibles. Donc, par exemple, les loups, les araignées, les guêpes, etc. Et vraiment casser un peu la hiérarchisation qu'on avait fait, comme quoi dirait les hommes seraient au-dessus des autres espèces. Sauf que, bien évidemment, c'est faux. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on vit, qu'on a totalement assimilé cette hiérarchisation, alors que c'est quand même dommage. Enfin, c'est quand même notre faute si aujourd'hui, par exemple, la biodiversité se décline pour la faune, la flore, etc. C'est vraiment la faute de l'homme, et essayer de vraiment de remettre l'homme à sa place en quelque sorte. On passe à notre deuxième partie de podcast avec les questions qu'on a l'habitude de poser ici et que peut-être vous avez entendu du coup poser puisque vous avez travaillé minutieusement sur les podcasts. Quel a été votre plus grand déclic écologique ? Anouk, tu as le micro. Personnellement, j'ai l'impression d'avoir toujours un peu été élevée dans cette éco-responsabilité. Du moins, j'ai l'impression que depuis les années 2000, quand même, on essaie de faire passer des messages écologiques. Et j'ai l'impression qu'à mon échelle et à l'échelle de mes proches, on a toujours été, du moins du plus possible, éco-responsable. Et pour moi, le plus grand déclic que j'aurais eu, c'est justement en réalisant ce projet, on nous avait demandé de préparer des questionnaires pour interroger nos proches sur divers sujets. Et donc, c'est vraiment en faisant des recherches sur le déclin de la biodiversité, les problèmes actuels, que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des problèmes dont on n'entend pas forcément parler, ou du moins on n'est pas tous au courant. Et c'est vraiment en cherchant, en posant des questions, en interrogeant notre entourage, en se rendant compte que même les autres ne le savent pas, et en remarquant vraiment qu'il y a vraiment un manque d'information, que c'était pour moi vraiment le déclic de me dire ouais, c'est vrai qu'il y a plein de problèmes, personne s'en rend compte. Et justement, ce sujet, ça va être une façon d'y remédier. Mais il y a encore un travail à faire sur l'information. On voit les affiches qui sont placardées dans toute la recyclerie et même le long des rails. C'est peut-être aussi un moyen d'interpeller. En fait, on peut faire feu de tout bois en tant que designer, en tant que média, en tant que citoyen, en tant que politique pour faire passer ces messages. Quel a été ton plus grand déclic écologique, Nils ? Donc, alors moi, je pense pas avoir vécu un vrai grand déclic, ou en tout cas ce serait un bien grand mot pour le décrire, mais c'est plutôt sur le long terme, donc en grandissant au fur et à mesure du temps, et surtout depuis je pense 5 ans, dans la période où on commence à vraiment devenir plus mûr, où peut-être on se rend compte de ce qui se passe, ça va être aussi avec les réseaux sociaux, tous les médias, qu'on va plus s'intéresser aussi à tout ça, grâce à une ouverture d'esprit je pense, mais au long terme je pense qu'on va au fur et à mesure se rendre compte de ça. Et peut-être que là où on peut plus parler de déclic, c'est que j'ai en tout cas l'impression que c'est à mon âge où je vais peut-être le plus apprendre de choses et m'intéresser à ça, surtout dans le lycée dans lequel je suis, qui va m'aider justement à ça grâce au projet qu'on fait par exemple. J'ai une sorte de déclic, mais au long terme plutôt, on va dire. Ils sont bien, ces étudiants. Ces élèves, faut pas dire étudiants encore. Quelqu'un qui n'a pas pris la parole ? Angela, non ? Tu voulais ? Angela. Là ? Très bien. Très bien. Moi, j'ai eu le déclic quand j'étais petite parce que j'ai un peu, pareil, comme l'a dit Anouk, baigné dans ce milieu. J'avais fait les COP avec ma mère, la COP 18, je crois. Et donc, on avait des petits stands. Et en fait, c'est en parler avec les gens qui s'y connaissent qui est le plus intéressant, je trouve. Et c'est comme ça que le déclic, généralement, il se fait parce qu'ils connaissent généralement mieux la cause. Et ils parlent de sujets qu'on ne connaît pas forcément et qui ne sont pas forcément médiatisés. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant dans les podcasts, c'est que des gens qu'on n'entend pas forcément à la télé puissent parler de ces sujets, par exemple les microparticules, etc., qui peut être un sujet intéressant. Voilà. Léo, on t'écoute. Donc, pour ma part, un peu comme tous mes camarades, j'ai pareil un peu baigné là-dedans.
mes parents qui m'ont toujours, entre guillemets, alarmé sur ce sujet de l'écologie. Mais on va dire que là où j'ai vraiment eu un gros déclic, c'est avec le moment où on a découvert que la forêt amazonienne était en train de brûler. Parce qu'on disait que les poumons de la Terre étaient en train de brûler. Ce qui est très important, surtout, on s'en rend compte avec ce sujet, c'est la communication. Sur les réseaux, on disait que 80% de la forêt était brûlée, ce qui était complètement faux. Et c'est là où on se rend compte qu'au final, il suffit de seulement une erreur en communication et on se rend compte que ça crée des fake news qui, du coup, sont graves. C'est un peu ça qui a fait le déclic chez moi. Donc double déclic à la fois sur ce symbole de la forêt qui brûle et à la fois sur les fake news qui sont un peu partout et dont il faut se méfier, puisqu'il y a aussi des adversaires de l'écologie qui pourraient dire regardez, les écolos ils racontent n'importe quoi. Donc voilà, soyons attentifs à donner les messages, mais à donner les vrais messages et bien les donner. Exactement. Alors dernière question, plus vaste, plus complexe, mais qui peut nous amener aussi sur des choses intéressantes. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans dans une perspective plutôt heureuse? Naïla? Je pense que si les gens ils prennent conscience, si la société prend conscience que on doit vraiment agir, et s'ils le font réellement, qu'il y a de réels impacts et de mouvements pour agir sur l'écologie et la planète, je pense que dans 20 ans, il y aura de réelles améliorations et que ce ne sera pas un monde dévasté par la pollution, les déchets, etc., etc. En fait, il faut prendre ça pour une cause à chacun et se dire que si on prend ça et qu'on agit globalement, il y aura énormément d'améliorations. Donc voilà. Eh bien, merci pour ce message d'espoir, Nils. À propos de ce que vient de dire Naïla, je pense qu'une prise de conscience de la population de ces problèmes-là ne va rien arranger, puisqu'en fait, à moins que la prise de conscience aille au-delà de nos envies, ça ne suffit pas. Ça ne suffit vraiment pas, je pense en tout cas. Alors comment tu imagines le monde dans 20 ans? À mon avis, c'est très compliqué de décrire la situation dans 20 ans, puisque je pense qu'on est dans une période où ça évolue grandement et de façon très imprévue, parce qu'il y a des avancées qui ont des avantages et des avantages. Mais en fait, je pense que oui, cette prise de conscience sera évidemment utile pour la mentalité des gens, mais ça ne sera pas ça qui fera forcément changer, puisque à mon avis, il y a quand même une grande partie de la population française, on va dire, qui a pris conscience de ces problèmes-là, mais c'est pas pour autant qu'on en voit des résultats en fait. Lucien, une réaction? Moi, d'un côté, je vois plutôt une multiplication des actions à plus petite échelle, par exemple pour des personnes ou aussi des plus petits collectifs comme on avait ici à la recyclerie ou d'autres, parce que je pense que si on compare à il y a 20 ans déjà, on a pareil un nombre exponentiel de petits gestes qui sont faits par un grand nombre de personnes et qui permettent de bouger. Mais là où je rejoins aussi Nils, c'est qu'il y a un côté pessimiste où les grands acteurs mondiaux et à plus grande échelle bougent moins vite, et alors que c'est eux qui ont plutôt les clés pour tout changer. Et puis même si on regarde toutes les espèces de dates, parce que là on parle dans 20 ans, mais toutes les espèces de dates clés un peu qui sont données par quand on a des gros regroupements comme les COP, on a l'impression qu'à chaque fois c'est les mêmes objectifs qui sont juste décalés et puis on n'a pas de grands changements. Léo, tu as la lourde tâche de finir ce podcast. On t'écoute tous. Très bien, très bien. Moi, là où je rejoins Lucien, c'est un peu ces objectifs qu'on nous donne et au final qui sont tout le temps les mêmes. C'est un peu l'idée qui était transmise aussi dans le podcast Comment agir enfin pour la planète, où justement il y avait cet exemple qui était cité. Où à chaque fois, c'était les mêmes objectifs qui sont là depuis des décennies. Mais là où je vois un réel changement, c'est peut-être dans la sphère politique. On voit que l'écologie prend de plus en plus d'ampleur dans la sphère politique. Europe Écologie Les Verts qui ont fait 20% aux élections présidentielles. Et même 20%, t'es sûr? Attention aux fake news. Peut-être 18, je sais pas, mais autour des 20%, on va dire. Je veux pas dire de bêtises, mais quelque chose par là. Non, vous êtes sûr que c'est 20%? Je commence à... Bon, on va fact-checker, mais je crois plus que c'était autour des 5%. Moi, 5%? Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas Mélenchon qui a fait 20%? Bon, c'est pas grave. Donc, qui augmente, on va dire, son nombre de votes, voilà, pour pas mouiller.
Alors, fact-checking en direct, Yannick Jadot a fait 4,63% en 2022. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail, mais je crois que c'était leur record. Je suis pas sûr. Bon, on va prolonger le plaisir avec Anouk. Moi, ma réponse, ça reprend un peu la question précédente, mais on disait un peu tous qu'on avait déjà un peu été élevés dans la sensibilisation pour l'écologie. Donc on peut espérer que si nous, déjà, dans les années 2000, on est déjà un peu éduqués avec cette sensibilité, peut-être que plus tard, les générations, la nôtre déjà, parce qu'elle est bien loin d'être achevée, et les suivantes vont être elles aussi éduquées dans ce modèle de faire attention, etc., etc. Donc on peut espérer déjà qu'il y ait une prise de conscience plus grande, parce que peut-être que certaines générations actuelles des années 70 et avant n'ont pas forcément cette sensibilité, mais peut-être que si nous, on commence à l'acquérir, peut-être que les générations futures l'auront aussi assimilé de manière naturelle. Et on va finir avec cette note d'espoir. Je tenais vraiment à vous remercier toutes et tous. C'était un vrai plaisir de travailler avec vous. Merci Lucien, Léo, Kenny, Anouk, Angela, Clotilde, Nils, Naïla, Mélicia, Florence et Flore. Je crois que vous pouvez vous applaudir. C'était vraiment un chouette projet. Et on invite les auditeurs et auditrices à se rendre sur place à la recyclerie pour voir les affiches réalisées par les élèves. À bientôt. If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ?